Bien, l'audition est ouverte. Mes chers collègues, nous connaissons bien M. Castaner parce qu'il est ministre des Relations avec le Parlement. Et c'est donc avec lui que se décide l'ordre du jour du Sénat, c'est-à-dire notre agenda pour la discussion des projets de loi, ce qui explique que nous avons avec lui des relations généralement cordiales. Donc je le salue et il était important que nous puissions l'auditionner ce matin. Mais il est auditionné comme délégué général du mouvement La République En Marche. Et je tiens à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté à cet égard. Et d'ailleurs, s'il le permet, je le désignerai par son titre, Monsieur le délégué général du mouvement La République En Marche. Cette audition nous a paru nécessaire, d'abord parce que M. Benalla était accompagné de M. Vincent Crase le 1er mai, qui a lui-même participé à l'opération de maintien de l'ordre place de la Contrescarpe et peut-être, puisqu'une instruction est ouverte sur ce point aussi, au Jardin des Plantes. Monsieur Crase portait une arme, ce fait a été établi par l'inspection générale de la police nationale. Et si j'ai bien compris, M. Crase est par ailleurs salarié de La République En Marche. Nous voulons aussi vous poser un certain nombre de questions qui éclaireront le contexte de l'emploi de M. Benalla à la présidence de la République sur les activités qu'il avait pour le mouvement En Marche et pour la campagne présidentielle, si ce point peut être éclairé par M. Castaner, avant l'élection de M. Emmanuel Macron à la présidence de la République. Nous avons aussi à poser un certain nombre de questions sur la diffusion par des adhérents, si j'ai bien compris, de ce mouvement d'images qui proviennent en réalité d'images de vidéosurveillance transmises à l'Élysée qui peuvent avoir été transmises au mouvement La République En Marche. L'ensemble de ces questions et d'autres qui pourraient naître de nos échanges vont donc vous être posées dans un instant. Mais avant cela, je dois rappeler un certain nombre de règles. Je l'ai fait pour chacun de nos interlocuteurs. Un faux témoignage devant notre commission des lois, dotée des prérogatives d'une commission d'enquête, serait passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure, Monsieur le Président. Je vous remercie. Je vais vous proposer, si vous le souhaitez, de faire un bref propos liminaire, à la suite duquel je donnerai la parole à notre rapporteur, nos rapporteurs, Madame Jourda, Monsieur le Président Sueur. Je poserai peut-être moi-même une ou deux questions. Puis, les membres de la commission des lois qui se seront inscrits, et je vous invite à le faire au fur et à mesure, vous poseront une question et ils ont la gentillesse de la poser en moins d'1 minute. Je les en remercie. Ça n'est pas une règle contraignante, c'est une règle dont nous sommes convenus pour permettre à chacun de poser une question sans retarder trop les personnes auditionnées. Et puis, les collègues sénatrices et sénateurs non membres de la commission poseront ensuite, s'ils le souhaitent, leurs propres questions. Voilà comment va se dérouler cette audition, étant entendu que, mes chers collègues, si nous pouvions libérer, le terme est impropre, car M. Castaner n'est pas séquestré par notre commission des lois, à l'évidence, mais enfin, si nous pouvions laisser partir M. Castaner à temps pour qu'il soit à 10 heures à la conférence des présidents
de l'Assemblée nationale, dont j'ai compris qu'elle se réunissait, et elle ne pourra pas se réunir sans lui. Ce serait mieux. Mais, monsieur le délégué général, si les débats se poursuivent, j'essaye de vous aider, mais si les débats se poursuivent, il faudra bien qu'on arrive au bout de l'audition. Bon, alors, donc, eh bien maintenant, c'est vous qui prenez la parole, si vous le souhaitez. Merci, Monsieur le Président, Madame la co-rapporteure, Monsieur le co-rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Je souhaite tout d'abord vous remercier, Monsieur le Président, d'avoir bien voulu accepter le report de 24 heures de mon audition qui avait été envisagée hier. J'ai fait l'objet d'une intervention chirurgicale avec anesthésie générale vendredi et j'avais peur que mon état ne permette pas d'être suffisamment alerte pour éclairer votre enquête et pour avoir regardé par vidéo les questions que vous posez. Il me semblait nécessaire d'être suffisamment alerte. Monsieur le délégué général, vous n'êtes pas obligé de tourner la tête vers moi pour répondre à mes questions, je comprendrai très bien. Je vous remercie de cette attention médicale. Je tiens à rappeler ma volonté d'apporter au Sénat tous les éléments dont j'ai connaissance afin de faire toute la lumière sur les conditions dans lesquelles les événements du 1er mai sont intervenus et d'éclairer votre commission des lois en charge de cette enquête, et je ne vais pas en rappeler l'objet. Avant toute chose, je tiens à redire que j'étais personnellement choqué par ces images, et je ne doute pas que chacune et chacun ici l'ont été tout autant. Je condamne une nouvelle fois les actes auxquels se sont livrés messieurs Alexandre Benalla et Vincent Crase le 1er mai dernier. Ils sont contraires aux valeurs portées par notre République et par le mouvement politique que je préside. Mon objectif, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, est clair, vous apporter tous les éléments dont j'ai eu et j'ai connaissance en lien avec cette journée du 1er mai. Tout d'abord, si je m'exprime devant vous aujourd'hui, c'est en ma qualité de délégué général de La République En Marche, fonction que j'assume depuis mon élection le 18 novembre 2017, compte tenu du fait, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, qu'un salarié de La République En Marche est impliqué. En tant que délégué général, je suis le représentant légal, toujours depuis le 18 novembre 2007, de l'association La République En Marche, mais également l'employeur de tous les salariés du mouvement. C'est dans ce cadre que je souhaite vous faire part des faits tels que je les ai vécus. Le 2 mai, une vidéo tournée la veille a été très largement diffusée sur les réseaux sociaux où elle a été vue plus de 100 000 fois. Plusieurs salariés de La République En Marche l'ont vue et ont été stupéfaits d'y reconnaître un de leurs collègues, en l'occurrence Vincent Crase, qu'ils connaissent bien, puisqu'il est l'un des agents en charge de l'accueil et de la sécurité du siège de La République En Marche. Ils y ont également reconnu, pour certains d'entre eux, Alexandre Benalla, que certains avaient pu croiser durant la campagne présidentielle. J'ai été informé ce même jour, le 2 mai, aux alentours de 18 h. Alerté, j'ai alors visionné sur mon téléphone cette vidéo. Présent dans les locaux de La République En Marche à cette heure-là, j'y arrivais, j'ai souhaité voir Vincent Crase vers 18 h 15, en présence de mon directeur de cabinet François Boulevac et du responsable sécurité et sûreté, le supérieur hiérarchique de Vincent Crase, Pierre-Yves Baratier, immédiatement pour lui demander des explications sur ce que cette vidéo révélait. Pour information, Vincent Crase occupe depuis le 1er juillet 2017 un poste de responsable adjoint sûreté et sécurité au sein des effectifs de La République En Marche en tant que non-cadre et sous l'autorité d'un chef de sécurité dans un service de 8 personnes qui a notamment la charge de l'accueil et de la surveillance des locaux de l'association. Je tiens à votre disposition, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le co-rapporteur, l'organigramme de ce service. Lors de cet entretien, Vincent Crase a indiqué avoir agi en tant que gendarme réserviste le 1er mai à la demande expresse d'Alexandre Benalla, avec qui il a indiqué être en contact dans le cadre d'opérations réalisées, elles aussi en tant que gendarme réserviste. Vincent Crase m'a alors informé qu'il était chef d'escadron, gendarme de réserve depuis 1996, rattaché à l'Élysée dans un cadre extra-professionnel. Il a ensuite confirmé que les faits étaient intervenus en dehors de son temps de travail à La République En Marche, en dehors de toute information de sa hiérarchie et qu'il n'en avait pas rendu compte. C'est d'ailleurs dans ce cadre, je cite, ouvrez les guillemets, gendarme réserviste par ailleurs employé de La République En Marche, qu'il est identifié par M. Bruno Roger Petit, porte-parole de la présidence de la République. Pour information, cet entretien n'a duré que quelques minutes puisque je présidais un bureau exécutif à 18 h 30. Devant effectuer le lendemain un déplacement de 3 jours dans l'Eure-et-Loire, du 3 au 5 mai, j'ai demandé à mon directeur de cabinet, François Boulevac, et au supérieur hiérarchique direct de Vincent Crase, Pierre-Yves Baratier, de le recevoir le 3 mai, le lendemain, pour définir les suites à donner. Ainsi, bien que ces faits se soient déroulés hors de son cadre de travail à La République En Marche, j'ai souhaité le sanctionner parce que je considère grave ce qui s'est passé. J'ai en effet indiqué à Vincent Crase que, d'une part,
Son comportement lors du 1er mai a été en total décalage avec l'attitude attendue des salariés de La République En Marche, et notamment ceux chargés de l'accueil et de la sécurité du mouvement, y compris en dehors de leur temps de travail, et, d'autre part, qu'une telle attitude portait atteinte à l'image du mouvement qu'il emploie. Dans la mesure où les faits se sont déroulés alors que Vincent Crase m'avait indiqué qu'il intervenait en tant que réserviste à la demande de M. Benalla, j'ai souhaité prendre la tâche du directeur de cabinet de la présidence de la République pour connaître les suites à donner et que la sanction infligée à M. Crase soit liée à celle retenue à l'encontre de M. Benalla. Un échange a eu lieu entre mon directeur de cabinet et le directeur de cabinet de la présidence de la République à ce sujet. Et c'est sur la base de cet échange que j'ai donc notifié le 3 mai, par courrier, à Vincent Crase, la sanction de suspension de 15 jours du 4 au 18 mai inclus. Depuis l'ouverture de l'enquête judiciaire, j'ai adressé vendredi 20 juillet à Vincent Crase un courrier lui indiquant que La République En Marche lançait une procédure de licenciement à son encontre, fondée sur le trouble objectif au fonctionnement de l'association et l'atteinte portée à son image. Aujourd'hui, sur la base du rapport établi par l'Inspection générale de la police nationale, j'ai pu constater qu'outre la faute, M. Crase a ajouté le mensonge puisqu'il n'était pas ni présent ce jour en tant que gendarme réserviste, ni ne bénéficiait d'aucune autorisation pour être présent. Il a été présenté aux autorités comme un collaborateur de M. Benalla, et je note que le rapport de l'IGPN précise que, là encore je cite, « Alexandre Benalla est accompagné, pour la circonstance, d'une seconde personne qu'il présente comme un collaborateur, en l'occurrence Vincent Crase. Le major Mizerski ne connaît pas M. Crase, mais ne demande pas d'explication, compte tenu du statut de M. Benalla, représentant affiché et reconnu comme tel par sa hiérarchie de la présidence de la République. » Le rapport de l'IGPN établit donc clairement que l'activité salariée de Vincent Crase n'est en aucun cas liée à sa présence ce jour-là. Le général Biofarina le confirme d'ailleurs lors de son audition à l'Assemblée nationale quand il précise que, je cite là encore, « M. Crase, que j'ai eu au téléphone pour lui dire qu'il ne reviendrait plus à l'Élysée, m'a dit qu'il avait suivi Alexandre Benalla de son propre chef ce jour-là. » Sur ces bases, je suis maintenant totalement disponible pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le délégué général. Qui ouvre les questions? Monsieur le président Sueur. Oui, Monsieur le délégué général, vous savez qu'ici, nous n'avons qu'un seul combat dans cette commission d'enquête, le combat pour la vérité, pour mettre à jour les dysfonctionnements et pour faire des propositions afin de remédier à ces dysfonctionnements. C'est dire que nous nous attachons aux faits et je vais vous poser des questions très ponctuelles et ma collègue Muriel Jourda peut-être sera plus attachée à d'autres aspects. Je voulais vous dire aussi que dans votre propos liminaire, vous avez déjà apporté des éléments de réponse qui rendront certaines questions inutiles. Donc, vous avez eu l'occasion de reparler avec M. Vincent Crase, qui est le salarié de La République En Marche, depuis les faits. Vous confirmez donc que lorsque celui-ci s'est retrouvé le 1er mai sur ces lieux d'opération, il n'avait nullement le statut d'observateur. C'est-à-dire que pour M. Benalla, la question s'est posée, il avait sollicité, ou on lui avait proposé, cela n'est toujours pas très clair, un statut d'observateur. M. Crase est venu de manière informelle à la suggestion de M. Benalla. Vous pouvez confirmer cela? Monsieur le délégué général. Sur la base des informations qu'il m'a communiquées et sur la base aussi du rapport de l'IGPN, votre question apporte une réponse claire. Il n'avait nullement le statut d'observateur. Il n'a jamais fait état de cela dans le court entretien que j'ai pu avoir avec lui. Il n'a pas fait état de cela le lendemain dans l'entretien qu'il a eu avec mon directeur de cabinet et son responsable hiérarchique. Il a toujours précisé Alexandre Benalla, dont il était proche, ça a été relevé notamment par le général Biofarina dans une des auditions, Alexandre Benalla m'a appelé et m'a dit de venir, et il est venu. Très bien. Donc on peut, bien entendu, et je pense que vous pourrez partager cette appréciation, être étonné devant le caractère purement informel de cette procédure dans le cadre de la police nationale, par le fait aussi qu'il y ait eu ce comportement, les actes de molestage des personnes, et qu'il n'y ait eu aucune remontée interne à la police. C'est-à-dire que ni le préfet de police,
ni le ministre de l'Intérieur n'ont reçu le moindre compte-rendu de ce qui s'est passé, puisqu'ils ont été informés le 2 mai par l'Élysée. Vous-même, vous avez été informé de ces faits le 2 mai, pas avant. Je vous confirme. Merci. Et je suis comme vous étonné, mais je pense que, comme cela a été précisé dans le rapport de l'IGPN, le major Mizerski, compte tenu du statut de M. Benalla, n'a pas osé aller plus loin, il l'aurait certainement dû. Oui, absolument. Vous n'avez eu aucune information, ni le 1er mai, ni le 2 mai, ni ensuite, sur les événements qui restent à confirmer, puisqu'une enquête préliminaire a été ouverte, qui ont eu lieu préalablement au Jardin des Plantes. Non, à aucun moment. Merci. Ensuite, la question s'est sans doute posée pour vous, comme elle s'est posée pour les différentes personnes que nous avons interrogées, de savoir si, vu la gravité des faits, parce que voilà quelqu'un qui est sur un théâtre d'opération de la police, qui prend l'initiative d'une action physique, sans aucune autorisation et sans aucune qualité pour le faire, qui sans doute usurpe un certain nombre de signes distinctifs de la police et qui est l'objet d'une sanction. Bon. Mais vous n'avez pas pensé, en tant que président du mouvement, saisir la justice dès ce stade, et sinon, pourquoi ? Pour quelle raison ? Tout simplement parce que Vincent Kras m'a déclaré intervenir comme gendarme réserviste auprès de l'Élysée. Et c'est la raison pour laquelle je n'avais pas, à mon sens, à juger les conditions de son intervention. Et c'est vrai que dans la lettre que je lui ai adressée, le lendemain, je lui rappelais que sa participation aux manifestations et son comportement à cette occasion est en décalage complet avec l'attitude attendue d'une personne en charge de l'accueil et de la sécurité, mais également, je voulais rappeler des valeurs de notre mouvement. Mais il ne m'est pas apparu nécessaire d'évaluer la proportionnalité de l'intervention de quelqu'un qui me disait intervenir comme gendarme réserviste, du coup placé sous l'autorité des gens auprès desquels il était placé. Les faits ont établi depuis que ça n'était pas le cas, et donc évidemment, cette explication-là ne justifie en rien les faits. Il a été... Excusez-moi, chers collègues, mais je le dis, ça n'a qu'un intérêt rétrospectif, mais même gendarme réserviste à l'Élysée, vous auriez pu signaler au parquet son comportement pendant la manifestation. Et puisque vous avez été en contact avec le directeur de cabinet du président de la République à propos de l'intervention de M. Kras aux côtés de M. Benalla, un échange a-t-il eu lieu sur cette question de la transmission au parquet, à charge pour lui d'apprécier l'opportunité des poursuites du dossier de M. Kras? Monsieur le Président, comme je l'ai précisé dans mon propos liminaire, et pour compléter par rapport à votre question, dès lors que la justification de sa présence était son statut de gendarme réserviste auprès de l'Élysée, c'est vrai que j'ai pris l'initiative de demander qu'il y ait un contact avec le directeur de cabinet du Président de la République pour s'assurer d'abord que le cabinet du Président de la République était informé. Il l'était, mais je le sais maintenant. Le 2 mai au soir, je n'avais pas cette information-là, et donc j'ai vérifié évidemment cela. Mais ensuite, considérant qu'il s'agissait de faits commis dans le cadre de ses fonctions de gendarme réserviste auprès de la Présidence de la République, j'ai souhaité appliquer le parallélisme des formes de la sanction décidée pour l'auteur qui me semblait l'auteur principal, M. Benalla, à l'auteur accessoire. Et il n'y a pas de hiérarchisation dans mon propos, mais plutôt une référence juridique concernant M. Kras. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs aussi la sanction immédiate dont il a fait l'objet de la part du général Biofarina, qui l'a démis de ses fonctions au sein de la réserve, qui, dans mon esprit, montre bien, sanction dont j'ai eu connaissance qu'au moment des auditions, qui montre bien que ce statut-là était celui qu'il avait mis en avant. Monsieur Sueur. Je voulais aussi vous demander, puisqu'il est établi que M. Kras intervenait ponctuellement pour la présidence de la République, s'il y avait une convention ou un acte quelconque qui stipulait les relations entre la République en marche et la présidence de la République pour ce qui est de l'emploi de M. Kras, ou est-ce que c'était purement informel ?
C'était en effet purement informel. Il m'est indiqué que les missions de réserviste s'effectuaient en dehors des heures de service de Vincent Crase. C'est vrai qu'il a des horaires particuliers de gardiennage qui lui permettaient d'intervenir. Et c'est en entendant les auditions, pour préparer celle-ci notamment, que j'ai appris que M. Vincent Crase avait réalisé 40 missions entre novembre 2017 et avril 2018 pour le compte de la présidence de la République, le commandement militaire de la présidence de la République. C'est une information que je n'avais pas. N'avez-vous pas trouvé étrange que la sanction à l'égard de M. Crase, dont vous êtes l'employeur, a été annoncée par M. Bruno Roger Petit, porte-parole de l'Élysée? D'abord, elle a été annoncée par mon directeur de cabinet à M. Crase. Mais publiquement. Mais publiquement, effectivement. Je n'ai pas à juger si c'est étrange ou pas. J'ai découvert les propos du porte-parole de la présidence de la République, peut-être comme vous, en les écoutant. Lorsque M. Benalla a été licencié, cela a été justifié par le fait qu'il y avait eu un nouvel événement, à savoir que celui-ci s'était procuré ou s'était vu offrir et qu'il avait accepté des vidéos de manière illégale. Quel est l'événement qui a justifié qu'au-delà de la mise à pied, vous ayez procédé au licenciement de M. Crase? D'abord préciser que nous sommes dans la procédure de licenciement et qu'il est convoqué à un entretien tout à l'heure. Hasard de calendrier, mais les délais entre la lettre envoyée en recommandé et la convocation fait que l'entretien a lieu tout à l'heure. Moi, je considère que les récents événements ont porté à notre connaissance des faits nouveaux et ont mis en lumière la gravité de ces comportements que je condamne, que nous condamnons. Et ces faits sont susceptibles, je pense, de jeter le discrédit sur notre mouvement. Ils ont porté publiquement atteinte à nos valeurs. Je rajoute même à ce que je suis, moi. Ce n'est certainement pas une raison pour justifier un licenciement, mais c'est au moins une raison, je vous le dis, pour assumer un risque de contentieux devant les prud'hommes. Et c'est la raison pour laquelle cette nouvelle procédure a été initiée, que Vincent Crase est convoqué dans ce cadre-là. S'agissant des vidéos qui ont donc été offertes ou que l'intéressé s'est procuré, je ne sais pas encore quelle est la vérité, auprès de 3 agents de la préfecture de police de Paris. Avez-vous vu ces vidéos? Non. Il a été établi qu'une copie de ces vidéos avait été remise par M. Benalla à un conseiller de la présidence de la République, M. Emelien. Ensuite, il a été établi qu'un certain nombre de, je ne sais pas comment dire, de sites ou de comptes, voilà, de comptes sur les réseaux sociaux ont reproduit cette vidéo. Bien entendu, on voit tout à fait l'intérêt de cette vidéo, si l'on peut dire, puisque celle-ci présente les événements qui se sont déroulés en amont. Et comme en amont, il est établi aussi que des personnes avaient porté atteinte aux forces de l'ordre en lançant des projectiles, cela pouvait naturellement justifier une réponse, encore que la réponse eût dû venir des forces légitimes de la police, comme vous le savez. Avez-vous été au courant du fait qu'un certain nombre de comptes appartenant à des membres de la République En Marche ont été activés pour cette occasion? Non, je n'ai aucune information sur ce sujet. J'ai lu comme vous l'article qui en a fait état. D'abord, je crois que c'est Mediapart qui l'a abordé. Ça a été repris ensuite. Aucun membre de ma connaissance de la République En Marche ne les a relayés. Pour tout vous dire, je ne sais pas du tout quels comptes ont été évoqués. Je ne crois pas qu'il le soit dans l'article de Mediapart. Il y a une enquête judiciaire. Je me tiens évidemment à disposition à la fois de votre commission, mais à la fois de l'enquête judiciaire aussi pour faire la vérité sur ce sujet. Mais je n'ai connaissance d'aucun membre, mais il y a 400 000 membres de la République En Marche qui auraient relayé cela. Donc, vous n'avez pas non plus d'informations par rapport à la décision qui semble avoir été prise de retirer l'ensemble de ces images de ces comptes, ce qui a eu lieu de manière simultanée et qui témoigne naturellement du fait que quelques personnes attachées au droit se sont rendues compte qu'il y avait là un problème juridique.
Donc vous n'avez pas vu la cassette, vous n'avez pas évoqué la question avec le conseiller de l'Élysée qui l'a reçu ou qui a pu en être destinataire, vous n'avez pas été au courant du fait qu'un certain nombre de comptes de personnes appartenant au mouvement La République En Marche les ont diffusés, et vous n'avez pas non plus eu connaissance d'une quelconque initiative visant, pour des raisons juridiques évidentes, à retirer ces images de ces comptes. Je n'ai connaissance de ces images que quelques minutes avant qu'elles soient annoncées par BFM, je crois, qui était le premier média à le sortir, puis par la lecture que j'ai eue de l'article de Mediapart sur ce sujet. À aucun moment, dans ma maison, La République En Marche, je n'ai été informé de quelconque présence de ces images et d'une quelconque utilisation de ces images. Et mon information a anticipé de quelques minutes, parce que le microcosme en parlait, seulement la diffusion par BFM. Vous n'avez eu connaissance d'aucune instruction ni initiative prise par aucun cadre ou responsable de La République En Marche à l'égard de l'apparition sur des comptes de ces images et de leur disparition ensuite. Je suis même convaincu qu'aucune instruction n'a été donnée, et je dis convaincu, et avec la limite de ma conviction, qu'aucune instruction n'a été donnée parmi les cadres ou les responsables, pour reprendre votre expression. Pouvez-vous, Monsieur le Délégué général, nous préciser l'organisation de la communication de La République En Marche avec les réseaux sociaux? Il y a un pôle communication. Voilà, je récupère. Il y a un pôle communication au sein de La République En Marche. Je vous propose de vous remettre tout à l'heure l'organigramme qui est sur la communication stratégique et qui traite la question du développement, notamment du développement de notre site, des médias, de la riposte, de l'opinion, des événements et du porte-parole du mouvement. Et effectivement, il y a à l'intérieur un certain nombre de spécialistes dont j'aurais du mal à définir toutes les missions, mais de spécialistes de la gestion de plateformes numériques, notamment du site de La République En Marche. Mais ils n'ont pas vocation à diffuser des vidéos non officielles de La République En Marche. Nous diffusons presque tous les jours des vidéos, des capsules vidéo que nous réalisons, mais en aucun cas d'autres formes de médias. Combien de personnes y travaillent? Alors, mon organigramme n'est pas totalement à jour. Celui du mois de mai 2018 fait état de 25 équivalents temps plein sur le pôle communication et développement. Et il y a aussi des militants qui bénévolement s'ajoutent à cette équipe? Alors, sous réserve de vérification, les seuls bénévoles qui interviennent, en fait, interviennent pour ce qu'on appelle le service après-vente. C'est-à-dire, c'est moi qui l'appelle ainsi, c'est-à-dire tous les gens qui appellent, qui envoient des mails, qui interrogent le mouvement et qui aident à gérer les quelques agents professionnels dans les éléments de réponse. Mais il n'y a pas de militants qui interviennent sur la communication directe, si ce n'est ensuite comme militants sur leur territoire, sur la communication directe du mouvement. Monsieur Sueur. Oui, mais j'ai posé toutes mes questions, Monsieur le Président, donc je vous remercie pour vos réponses. Merci beaucoup. Madame Jourda. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Délégué général, j'omets volontairement de vous regarder pour que vous fassiez de même et que vous n'aggraviez pas votre état de santé. Alors, première question qui est relative à l'organisation des services de votre mouvement politique. Comment organisez-vous la sécurité? Avez-vous recours à des prestataires extérieurs ou avez-vous une division interne? Il y a au sein des services, et j'ai prévu aussi la petite fiche d'organisation, un pôle administration et finances qui a une responsable de service qui chapeaute un service qui s'appelle sécurité et sûreté. Dans ce service sécurité et sûreté, il y a un responsable, Pierre-Yves Baratier, il y a 2 chefs d'équipe, Vincent Graz était un des 2 chefs d'équipe, il y a un SIAP et il y a 2 agents de sécurité. Il y a aussi quelques agents en charge spécifiquement de l'accueil. La nuit et le week-end, il y a une société extérieure qui intervient pour le compte de La République En Marche et qui assure seulement la sécurité, ouverture-fermeture du site, c'est la société Tego.
Je vous remercie. L'information que nous avions était que M. Kras n'était qu'agent d'accueil. En fait, vous me confirmez qu'il a bien un titre relatif, une qualification relative à la sécurité. Est-il titulaire d'une habilitation du CNAPS à cet effet? Alors, attendez, je reprends l'intitulé exact des missions qu'il a au sein, qu'il avait, je crois qu'il a toujours d'ailleurs, parce que la procédure n'a pas abouti. Il occupe un emploi de responsable adjoint sûreté et sécurité dans les locaux de l'association, catégorie non cadre, sous l'autorité et selon les directives de son supérieur hiérarchique. Sans que la liste ne soit exhaustive, les missions du salarié sont les suivantes. C'est la fiche de poste. Assurer la surveillance générale des locaux de l'association, assurer la sécurité des biens et des personnes, assurer la surveillance technique des locaux et des équipements, assurer l'accueil, l'information et l'orientation des visiteurs, le cas échéant, accompagner des personnalités de l'association à l'extérieur. Je précise d'ailleurs sur ce sujet, pour avoir lu un quotidien paru ce matin, que jamais M. Kras ne m'a accompagné dans mes déplacements, et encore moins de façon armée. Ce qui était écrit dans le journal Libération ce matin est un mensonge. Je tiens à le préciser, parce que je pense qu'il est inutile de rajouter des éléments faux à une instruction qui est déjà compliquée et que vous conduisez sous votre autorité, Monsieur le Président. Voilà les missions qui sont les siennes. Il est titulaire d'un agrément CNAPS sur ces missions-là. Et j'ai lu dans la presse qu'il avait fait une demande d'agrément, mais comme responsable de société qui lui a été refusée, mais ce qui, selon mes informations, n'enlève rien au fait qu'il a bien aujourd'hui la carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités prévues de sécurité. En fait, j'ai 4 professionnels, comme je vous l'ai indiqué, qui sont munis de cette carte professionnelle. Et cette carte professionnelle les habilite à exercer des missions de sécurité privées. Et nous avons également un agent de sécurité chauffeur, un agent de sécurité incendie et des équipes, je vous l'ai dit, dédiées à l'animation et l'accueil. C'est une petite équipe, ce n'est en aucun cas une milice. Quel était le rôle de M. Kras au moment de la campagne électorale du candidat Emmanuel Macron? Alors, je n'avais pas, moi, de responsabilité organisationnelle dans la campagne. J'étais en fonction de porte-parole du candidat. Mais j'ai fait établir un certain nombre d'éléments que je pourrais produire. Le mouvement En Marche entretenait des relations contractuelles ponctuelles avec Vincent Kras en tant que prestataire depuis novembre 2017. Il intervenait comme support sur des missions de sécurité. Ça n'est que le 1er juillet 2017 que son statut a changé. Il était embauché par le mouvement La République En Marche avec un contrat à durée indéterminée. C'est novembre 2016. Pardon, novembre 2016. Oui, j'ai dit 2017. On a pu observer que plusieurs acteurs de la sécurité privée du candidat En Marche se sont trouvés dans les rangs de l'Élysée, si je puis dire, pour le président de la République, dans des fonctions qui avaient trait à la sécurité. M. Alexandre Benalla, qui était directeur de la sécurité pendant la campagne, qui est adjoint au chef de cabinet coordinateur de sa sécurité. M. Kras, dont on a indiqué dans quelles circonstances il se trouvait également à l'Élysée, et également un ancien membre du GIGN qui avait travaillé pour la sécurité du candidat En Marche, qui se retrouvait contractuel aujourd'hui au GSPR. Notamment pour cette dernière personne, ce dernier membre de la sécurité du candidat En Marche, il nous a été indiqué que quelqu'un est intervenu pour le faire embaucher au GSPR. Êtes-vous intervenu pour faire embaucher cette personne? Ou les 2 autres personnes, d'ailleurs? Pour aucune des 3, je suis intervenu. Je n'étais pas en responsabilité au sein d'En Marche au moment où ces équipes ont été constituées, où ces recrutements ont été faits. Et pour la 3e personne, je n'en ai entendu parler qu'hier dans l'audition de Jean-Marie Gérier. Merci, Madame le rapporteur. Monsieur Jacques Bigot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le délégué général, vous dites que vous avez été choqué que l'attitude de M. Kras, comme celle de M. Benalla, était contraire aux valeurs de votre mouvement. C'est un mouvement politique désormais important en France. Et pourtant, vous n'avez rien fait pour que l'information au public soit portée, de sorte que les policiers ont considéré que,
tout le monde, en voyant ces vidéos, les premières, celles que vous avez visionnées le 2 mai, discréditer la police, donner l'impression que des policiers avaient ainsi agi, et à aucun moment il ne vous est venu à l'idée que, pour respecter vos valeurs et recréditer la police de bon comportement, vous auriez dû porter cette information au public plutôt que de la taire, aussi bien pour M. Benalla que pour M. Kras. Monsieur le délégué général. J'ai déjà, je pense, avoir répondu à cette question, mais je vais la renouveler. J'ai considéré que je n'avais pas à me substituer à l'autorité de M. Kras, celui-ci n'agissant pas dans le cadre des fonctions de l'AREM, mais dans le cadre de missions de gendarmes réservistes placés sous l'autorité de la présidence de la République, et qu'il ne m'appartenait pas, moi, d'évaluer la proportionnalité des conditions d'intervention de M. Kras. Merci de cette réponse. Madame L'Herbier. Monsieur le Président, Monsieur le Délégué général, vous dites forcément que les actes sont contraires aux valeurs de votre mouvement. Ces actes sont contraires à tout simplement la démocratie, hein, et c'est pour ça que nous sommes tous ici. Nous avons tous été choqués par ces actes, comme disait Monsieur Bigot, qui pouvaient discréditer l'image de la police. Moi, je voulais vous revenir sur Monsieur Benalla. On nous a dit que M. Benalla, on le sent dans les interrogations différentes, se servait de son statut pour, et vous l'avez dit tout à l'heure, pour solliciter un collaborateur, pour solliciter des personnes autour de lui. Avez-vous déjà pu constater cette manière de faire pendant la campagne? A-t-il déjà montré une certaine... un abus d'autorité parce qu'il était proche du président auprès de vos militants, auprès des personnes que vous connaissez? Parce que ça, c'est important pour nous de savoir si M. Benalla se sert de cette proximité avec M. le Président pour agir. Monsieur le délégué général. Merci Madame la sénatrice. Je partage évidemment vos propos sur les valeurs que nous avons en commun, et j'ai, dans mon propos liminaire, commencé par saluer celles des valeurs de la République. Et je sais qu'elles nous rassemblent tous ici, et pas seulement ici, heureusement. Et ensuite, tout particulièrement pour le mouvement dont j'ai la responsabilité, et ça n'exclut aucun des autres mouvements politiques qui sont ici présents. J'ai été surpris par ce qu'il m'a été rapporté, notamment de l'influence que M. Benalla pouvait, semble-t-il, avoir sur M. Kras. Parce que si, pendant la campagne, je n'ai jamais eu de relation personnelle avec M. Benalla, je l'ai rencontré régulièrement. Et cela s'est toujours fait de façon cordiale et à chaque fois que nécessaire, efficace. Je l'ai croisé pour la première fois dans le cadre de la campagne présidentielle, alors que j'étais un des porte-parole du candidat Emmanuel Macron. Il était en charge des questions de sécurité. Et je peux vous dire que je n'ai jamais assisté à un moment de tension particulier sur ces sujets. J'ai réfléchi à quel moment précisément je l'avais rencontré la première fois. C'est entre la fin de 2016 et le début de l'année 2017. Mais voilà, je n'ai, pour répondre très concrètement à votre question, savoir si j'ai pu constater des influences négatives ou d'autorité de M. Benalla sur certaines personnes de son entourage ou sur un abus de fonction lié à sa fonction de chargé de mission à l'Élysée. Ça n'a jamais été le cas. Si ça avait été le cas, j'en aurais référé au président de la République. Monsieur Jean-Pierre Sueur. Permettez-moi de revenir sur la réponse que vous avez apportée à la question de Jacques Bigot. Si vous voulez, j'ai eu le sentiment que vous complétiez le tableau. Et permettez-moi de parler un peu directement. Les actes qui ont eu lieu le 1er mai sont quand même d'une très grande gravité. D'ailleurs, vous l'avez dit, avec beaucoup de force. Comme le président de la République l'a dit avec beaucoup de force quand il a annoncé dans un discours que certains ont entendu que ces actes étaient inadmissibles et inacceptables. Donc, vraiment, qu'un citoyen, pourvu d'aucun titre, arrive de manière informelle dans une opération de sécurité publique et se mette à s'en prendre physiquement à des citoyens sans aucun mandat de sa propre initiative, c'est quand même quelque chose de grave. Imaginez que chacun se comporte comme ça. Il n'y aurait plus de règles dans notre société. Donc c'est inacceptable, inadmissible. Or, par rapport à la question, le 2 mai, un certain nombre de personnes sont au courant. Le 2 mai. Le 1er, il y a des difficultés pour que ça remonte dans la police et au ministère de l'Intérieur.
Et alors, si vous voulez, après toutes les auditions, nous nous rendons compte qu'il y a une sorte de renvoi de balle tout à fait remarquable. C'est-à-dire, monsieur le préfet de police dit, eh bien non, il ne me revenait pas de saisir la justice, parce que moi, je suis préfet de police, je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre de l'Intérieur dit, bah, écoutez, non, ce personnage, il relève de l'Élysée. À l'Élysée, nous avons rencontré un certain nombre de personnes. Ni monsieur le directeur de cabinet, ni monsieur le secrétaire général, ni personne ne considère qu'il y avait lieu de saisir la justice. Et quant à l'employeur que vous êtes au titre de votre mouvement politique de l'un des deux protagonistes, vous pensez aussi que pour les raisons que vous expliquez, il ne vous revenait pas de saisir la justice. Donc on est dans un système. Non, je retire le mot système. On est, disons, dans une configuration où, sans doute, pour des raisons qui tiennent au jugement que chacun se fait, mais personne ne juge utile que ce soit lui qui saisisse la justice de faits qui sont quand même inacceptables, inadmissibles, d'une très grande gravité. Je vous demande simplement comment vous réagissez par rapport à ce que je dis. Et si vous le permettez, pour compléter la question, la gravité de ces faits du point de vue du code pénal est attestée par le fait que le procureur de la République, quant à lui, dès qu'il est informé, ouvre une enquête préliminaire. Et au fond, quand on transmet au procureur de la République des faits qui nous paraissent délictueux, nous ne sommes pas juges en réalité de l'opportunité des poursuites, et ce n'est pas nous qui déclenchons l'action publique, c'est bien le procureur, à lui d'apprécier. Parfois, on nous répond, mais au moment des faits, j'ai considéré que les réactions que nous avons eues étaient proportionnées. Mais en réalité, celui qui est assujetti à une obligation de transmission d'informations sur un délit au parquet n'a pas à se poser la question de la gravité des faits lui-même. C'est le procureur qui va se la poser et décider éventuellement de classer sans suite sans même ouvrir la moindre information. Monsieur le délégué général. D'abord, pour rebondir sur un mot pour monsieur le sénateur Sueur, j'ai l'habitude d'assumer. On se connaît depuis assez longtemps. Le mot, je ne sais pas quel est le mot d'ailleurs. Mais j'assume et je ne cherche pas à renvoyer la balle sur qui que ce soit. Oui, je crois que la vérité est unique. Mais que la vérité, quand on la regarde à un moment donné, dans mon cas, sur un téléphone portable, sur une vidéo, et quand on la regarde plusieurs semaines après, avec des images décortiquées, étudiées, expliquées, et tous les commentaires qui vont avec, finalement, elle n'est plus tout à fait la même. Mais ma vérité, pour moi, elle est unique. Au moment où je prends connaissance de ces faits, je suis choqué. J'interroge l'agent, M. Kras, qui me dit intervenir dans le cadre de fonctions de gendarme réserviste auprès de la présidence de la République. À ce moment-là, je vous le dis et je l'assume, mon regard n'est pas le même sur un citoyen qui interviendrait dans la rue par rapport à des forces de l'ordre, qui ce jour-là, avec la mobilisation de 1200 Black Blocs, avec les conditions du 1er mai, je ne vais pas y revenir, que vous connaissez bien, avec les dégradations de commerce, de véhicules. Quand vous avez une image de quelqu'un qui vous dit « j'intervenais », et ça n'est pas le cas, mais moi l'information que j'ai, c'est « j'intervenais dans le cadre de mes fonctions de gendarme réserviste sous l'autorité de la présidence de la République », mon regard, je vous le dis, n'est pas le même. Tout comme il n'a pas été le même quand j'ai vu les images de la vidéo suite à l'interpellation par M. Benalla et Kras de l'intervention des forces de l'ordre qui étaient là. Le 3e temps de vidéo, et je pense que vous avez vu ces images. Personne ne s'est dit il y a un problème de violence policière. Il fallait neutraliser quelqu'un qui avait un comportement particulièrement agressif vis-à-vis là d'une police autorisée pour intervenir. Et donc je vous le redis, c'est dans le cadre d'un regard à un moment donné sur un téléphone portable de quelqu'un qui me dit « j'intervenais dans le cadre de mes fonctions de gendarme et donc j'ai considéré que ma responsabilité était d'informer sa hiérarchie pour vérifier que ces faits étaient connus et qu'ensuite il y ait une sanction ». Je précise d'ailleurs que le général Biofarina, qui a exclu de la réserve non, il n'y a pas exclu de la réserve, de la présidence de la République et qui a remis à disposition M. Kras aux gardes républicains, a pris une décision dès le 4 mai sur ce sujet. En aucun cas, il ne m'en a informé.
J'ai découvert cette décision, et c'est normal d'ailleurs, hein, j'ai découvert cette décision en fait au moment de l'audition. Donc voilà, ce que je veux préciser, c'est que le regard que vous portez, monsieur le sénateur Sueur, à juste titre, sur ces faits-là, ne sont pas les mêmes quand on vous dit que la personne intervenait dans le cadre de fonctions de gendarme. Oui, votre réponse est subtile. Au fond, vous ne nous dites pas les forces de l'ordre étaient débordées et M. Kras a agi en bénévole auxiliaire du service public de la police pour leur prêter main forte. Vous nous dites, à ce moment-là, j'ai la conviction, parce que ce sont les éléments qui me sont fournis, qu'il agissait comme gendarme réserviste de l'Élysée, sous l'autorité de M. Benalla également de l'Élysée, et vous n'êtes pas allé plus loin. C'est seulement ultérieurement que vous avez compris que à la fois les forces de police et de gendarmerie d'ailleurs n'étaient pas débordées, même si elles étaient soumises à de très rudes assauts, et que le comportement des deux hommes était totalement déplacé dans cette affaire. Néanmoins, vous estimez quand même utile d'infliger une sanction à M. Kras dans le même temps. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence dans la réponse que vous nous faites? Non, parce que dans mon esprit, à ce moment-là, j'applique la sanction décidée par son autorité, c'est-à-dire avec le paralysme des formes des 15 jours. Et donc, c'est sur la base de la lettre de sanction de M. Benalla que nous avons repris de la même façon, quasiment la même lettre, pour sanctionner M. Kras, en précisant bien dans la lettre, et je la tiens à votre disposition, et ça n'a pas été contesté par M. Kras à aucun moment, qu'il n'intervenait nullement dans le cadre de ses activités professionnelles, sans en avoir informé ni sa hiérarchie, ni personne. Je tiens cette lettre à votre disposition. Oui, merci beaucoup. Effectivement, cela intéresse notre commission. Madame Jourda. Merci, Monsieur le Président. J'insiste également sur ce point, et ma question sera peut-être assez subjective, mais dans la mesure où vous avez trouvé ce comportement choquant, tout le monde a trouvé ce comportement choquant, et tous ceux qui se sont exprimés sur ce point, et qui ne sont pas nécessairement vos ennemis, mais plutôt vos amis, n'ont pas eu d'épithète assez fort pour qualifier le comportement des uns et des autres, c'est-à-dire de M. Benalla et de M. Kras, le 1er mai. N'y avait-il pas à craindre une crise politique, qui d'ailleurs est avérée aujourd'hui, du fait que vous ayez conservé en vos rangs une personne qui était capable de se livrer à un tel comportement, qu'il soit ou pas gendarme réserviste, car je suis, Monsieur le Président, sur ce point, l'explication est subtile, nous la comprenons, mais elle est subtile et elle ne passe pas facilement dans l'opinion. Et en réalité, aujourd'hui, ce qui se dit, ce qui s'entend, est que M. Benalla et M. Kras n'ont été démis de leurs fonctions définitivement, c'est-à-dire que vous vous êtes séparés d'eux et de lui, s'agissant de M. Kras, que parce que l'information est devenue publique. Cette sanction était-elle véritablement adaptée? Monsieur le délégué général. Alors, je ferai une correction sur la cause de la sanction et de la procédure de licenciement qui est liée à la mise en examen et l'atteinte portée à l'image. Parce qu'en droit du travail, le comportement en fait, de M. Kras en dehors de ses heures de travail n'aurait pas été une cause réelle et sérieuse de licenciement. Et c'est vrai que sur la base de ces éléments-là, au-delà de mon sentiment personnel qui n'a que peu d'importance en droit, j'étais dans cette contrainte-là. Mais vous avez raison, Madame la sénatrice, avec les éléments que nous avons aujourd'hui, évidemment, mon attitude aurait été différente. Mais je vous le dis, la vérité, si elle est unique, elle n'est pas forcément perçue de la même façon en fonction des éléments que nous avons et que j'avais à ce moment-là. Merci, Monsieur le délégué général. Je crois que c'est Madame Di Folco qui avait demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, j'avais demandé la parole au début de l'intervention, de cette audition, pardon. Malheureusement ou heureusement, la longue interrogation de Monsieur le Président Sueur a déjà permis de répondre à la question que je voulais poser. Elle concernait en réalité le quantum de la peine que je trouvais tout à fait légère. 15 jours, mais je l'ai déjà dit d'ailleurs au sujet de M. Benalla, 15 jours d'exclusion, à mon sens, pour une usurpation quand même de fonction, puisque ces personnes portaient des insignes de policiers alors qu'ils ne le sont pas. Et pour des violences physiques, 15 jours de suspension me semblait tout à fait inapproprié. Mais bon, les échanges que vous avez eus ont permis de répondre à mon interrogation. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur Bonnecarrère.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le délégué général, nous connaissons, au titre de l'article 4 de la Constitution, nous connaissons tous les règles suivant lesquelles les partis concourent à l'expression des suffrages et les partis exercent leur activité librement. Vous avez donc, en qualité de délégué général, une liberté totale d'organisation de votre formation politique, une liberté dans les recrutements. Est-ce qu'il existe pour vous des enseignements à tirer pour le mouvement La République En Marche, ou pour les formations politiques d'ailleurs en général, des actions très critiquables de M. Benalla ou de M. Kras, de leur trajectoire? Quels enseignements finalement tirez-vous de cette situation? Merci. Monsieur le délégué général, oui. Question complexe, parce qu'au fond, il faudrait tirer l'enseignement du comportement humain. J'ai toujours été rousseauiste, pensant que l'homme était naturellement bon, mais je sais que quelquefois, il peut déraper. Et je sais même, pour avoir été un jeune chef de cabinet dans un gouvernement ancien, à l'époque, Lionel Jospin était Premier ministre, comment, au fond, certaines positions peuvent vous monter à la tête. Et c'est la question du facteur humain. Et la question du facteur humain dans toute entreprise, au sens large, qu'elle soit politique, qu'elle soit associative, est une donnée qu'il faut arriver à prendre en compte. Je pense qu'en politique, il faut une exigence supplémentaire, et que ça vaut pour chacune et chacun d'entre nous, et que cette exigence doit permettre de mettre en place des cliquets, des systèmes de contrôle et de surveillance. Pour ce qui concerne de façon très pratique, j'avais demandé un audit de la question de la gestion de sécurité du mouvement La République En Marche quand j'ai pris mes fonctions. J'ai d'ailleurs eu une contribution d'un cabinet d'avocats le 26 avril, donc avant ces échéances-là, pour faire en sorte que nous puissions avoir un service de sécurité le plus transparent possible. Parce que je sais que c'est effectivement un sujet qui peut être sensible, et donc j'avais demandé à avoir une expertise externe par un cabinet d'avocats de la situation de la sécurité de La République En Marche, que j'entends mettre en œuvre dans les semaines qui viennent, parce qu'évidemment, les anomalies constatées par le fait que quelqu'un puisse librement me dire à moi, son employeur, même si je ne suis pas son employeur direct et que je ne suis pas en responsabilité de la totalité des adhérents de La République En Marche, mais puisse me dire non, mais j'agissais dans le cadre de la réserve de la gendarmerie, que je puisse le découvrir d'ailleurs à ce moment-là, ce qui aurait été honorable et qu'il aurait pu me dire précédemment, montre qu'il y avait quelques dysfonctionnements, et donc je suis en train de revoir l'organisation, notamment des sujets de sécurité du mouvement La République En Marche pour une plus grande transparence, et je rendrai compte publiquement d'ailleurs des décisions que je prendrai. Merci, Monsieur le délégué général. Madame de la Gontrie. Merci, merci Président. 2 points. Vous avez indiqué tout à l'heure que M. Kras avait effectué 40 missions en 6 mois ponctuelles pour l'Élysée, novembre 2017, avril 2018, sans que, personnellement, je n'ai pas très bien compris si vous l'aviez découvert, parce que 40 missions, j'imagine que ça se ressent dans un agenda. Par ailleurs, vous avez indiqué rapidement qu'il avait demandé auprès du CNAPS l'agrément dirigeant de société de sécurité qui lui avait été refusé. En aviez-vous connaissance et en savez-vous les motifs? Deuxième chose, vous évoquez un entretien donc le 3 mai entre votre directeur de cabinet François Blouvac, ici présent, et le directeur de cabinet du président de la République, M. Stroda, concernant la sanction, en indiquant, je reprends vos mots, que vous décidez d'appliquer un parallélisme des formes. Je mets de côté l'aspect opportun de ce parallélisme, mais pouvez-vous donc nous confirmer que vous vous êtes donc concerté pour décider de la nature de la sanction qui devait être appliquée à l'un et à l'autre, et que donc vous avez considéré l'un comme l'autre, mais en l'occurrence vous-même, que cette sanction était adaptée? Monsieur le délégué général. Comme je venais de le préciser, moi je n'avais pas connaissance des activités de gendarmes réservistes et de chef d'escadron de M. Kras. Et pour tout vous dire, c'est dans l'audition, je crois, de M. Biofarina que j'ai appris qu'il était intervenu près de 40 fois dans les 6 mois indiqués. En fait, les horaires sont des horaires adaptés. Ils travaillent en gros, les agents à sécurité, une semaine oui, une semaine non. Et donc c'est dans ce cadre-là
qu'il intervenait sans avoir besoin de nous en référer, ni même de nous en informer, ni de nous en rendre compte, parce que c'est vraiment lié à cela. J'ai posé la question au service juridique pour être complet avec vous. Dans le contrat que nous avons, il y a une clause d'exclusivité. Et donc j'ai interrogé mes services juridiques pour savoir si la clause d'exclusivité excluait l'engagement dans la réserve de la gendarmerie. Politiquement, je ne le souhaite pas. Mais comme employeur qui est dans le cadre d'une procédure de licenciement, j'ai souhaité que ce soit indiqué. Vous comprenez pourquoi politiquement je ne souhaite pas, parce que nous ne pouvons qu'encourager l'engagement dans la réserve. Et je pense que ce dont nous parlons fait du mal à la réserve, et c'est dommage. Mais je parle là de façon générale. Sur la question du refus, j'en ai fait état parce qu'il était dans un article que j'ai lu ce matin de Libération. Le refus n'est pas sur son agent agréé CNAPS, mais sur un statut de chef d'entreprise de sécurité. Il ne nous en avait pas parlé. Et donc j'ignore les raisons pour lesquelles il était refusé et j'ignore les raisons pour lesquelles il avait sollicité cela. Sur la question du parallélisme des formes, il n'y a pas eu de concertation entre le directeur de cabinet de la présidence de la République et mon directeur de cabinet. Il y a eu une information. Le directeur de cabinet du président de la République nous a fait parvenir la lettre qu'il a envoyée à M. Benalla. Et c'est sur la base de cette lettre que nous aurons pris la même lettre pour sanctionner M. Kras. Merci, Monsieur le délégué général. Madame Mercier. Monsieur le Président, Monsieur le délégué général, nous ressentons une certaine confusion dans les rôles et les missions de Monsieur Benalla auprès de la présidence de la République et de Monsieur Kras, qui est votre salarié. Nous avons bien compris que vous n'aviez pas eu connaissance de tout son cursus. Vous avez appris qu'il avait effectué 40 missions. C'est quand même un nombre important. Était-ce avec Monsieur Benalla ou pas? Ce qui nous intéresse en fait, c'est de savoir si vous aviez noté en tant qu'employeur près de votre salarié un certain changement de comportement. Est-ce que les liens qui s'étaient établis entre Monsieur Benalla et M. Kras pouvaient déteindre d'une certaine façon chez un monsieur qui était gendarme réserviste? Donc nous louons les gendarmes et les réservistes pour leur valeur, pour la solidité aussi de leur psychologie. Donc pensez-vous qu'il a pu se passer quelque chose entre ces deux hommes? Monsieur le délégué général. Il n'y a pour moi aucune confusion dans le rôle de M. Kras et de M. Benalla dans leur activité professionnelle, qui sont évidemment bien distinctes. Je n'ai pas observé de changement de comportement, mais je dois vous dire que Vincent Kras, je le croisais quand il était en poste le matin et que nos échanges, et ce n'est pas un jugement de valeur sur la qualité de l'homme qui m'a toujours apparu sympathique, mais nos échanges se limitaient à bonjour. Et j'imagine qu'il me disait bonjour patron, voilà, point. Et nos échanges se sont limités à cela, donc je ne peux pas faire une analyse psychologique de savoir s'il y a un changement de comportement. Ce que j'ai noté, notamment dans le cadre des auditions qui ont été réalisées, et notamment dans les propos du général Biofarina, c'est qu'ils nous l'indiquaient, tous les deux se connaissaient depuis longtemps, et qu'il y avait un lien fort de l'un vis-à-vis de l'autre. Et je dois vous préciser que quand j'ai reçu M. Kras le 2 mai au soir, je fais attention à ne pas me tromper de date, il m'a précisé qu'effectivement, c'était Vincent Benalla qui lui avait dit de venir, et qu'en gros, quand Vincent Benalla lui disait, pas Vincent Benalla, Monsieur Benalla lui disait « tu viens », Alexandre, de son prénom, Alexandre Benalla lui disait « tu viens », il venait. Je pense que leur lien était aussi un lien d'autorité peut-être naturelle d'Alexandre Benalla sur lui, mais je n'ai pas plus de précision que cela. Madame Mercier. Si vous permettez, juste pour savoir, Monsieur Benalla a 26 ans, quel est l'âge de Monsieur Kras? C'est une bonne question. J'ai un peu plus de 40 ans. Je crois qu'il a 45 ans, mais... L'autorité n'est pas seulement liée à l'écart d'âge. Il y a Corneille. Il a tendance Corneille. Alors, Madame Trendley, vous voulez rebondir sur... Non, pardon, vous voulez vous inscrire. Eh bien, vous êtes inscrite. Monsieur le Président, ça ne vous surprendra pas, a raison, il est né en 1973 et donc il a 45 ans. Je vous remercie. Madame Canaillet. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le délégué général. Juste une petite question concernant le moment où vous avez appris, et eu connaissance des vidéos via les réseaux sociaux, donc le 2 mai. Hier, nous avons auditionné le chef de cabinet du ministère de l'Intérieur qui nous dit que dès le 1er mai au soir, ils ont vu les vidéos et ils ont eu connaissance de la présence de Monsieur Benalla et de Monsieur Kras, repérés effectivement comme étant un des salariés de La République En Marche. Avez-vous eu, vous, des contacts avec le ministère de l'Intérieur
avant votre connaissance via les réseaux sociaux ou après la connaissance de ces faits qui étaient évidemment commis dans le cadre d'opérations menées sous la responsabilité du... Monsieur le délégué général. Non, l'information est remontée plutôt par les réseaux que vous avez pu constater vis-à-vis du ministère de l'Intérieur, mais qui ne m'en a pas informé, ni la préfecture de police, qui dans l'absolu est normal. Je pense que Vincent Crasse n'avait pas été identifié par ces dispositifs-là. C'est ce qu'a précisé le préfet de police, notamment dans son audition. Moi, ma seule information est liée, on va dire, à la rumeur dans la maison La République En Marche, et elle n'est arrivée, le 1er mai étant fermé, enfin, le site de La République En Marche étant fermé, elle n'est arrivée que dans la journée du 2 mai, j'en ai pris connaissance, que le soir même. Je n'ai eu aucun contact à ce moment-là avec le ministère de l'Intérieur, et les seuls échanges que j'ai pu avoir sont postérieurs au 18 juillet, dont des échanges que j'ai pu avoir avec le ministre de l'Intérieur, mais postérieurement à cela, et à aucun moment il ne m'a informé de la situation. Madame Lerpier, qui a déjà posé une question, veut rebondir sur votre réponse. Tout simplement, monsieur le délégué général, j'aurais voulu savoir si monsieur Craze avait un port d'armes. Parce qu'on parle de sécurité, on a parlé de monsieur Benalla de son port d'armes. Et monsieur Craze, avait-il une arme sur lui quand il était enfant? Monsieur Castaner. Alors, d'abord, s'il avait une arme sur lui, moi je ne sais pas, mais le rapport de l'IGPN précise que les images vidéo sont beaucoup plus parlantes s'agissant de M. Craze pour qui le port d'armes de catégorie B constitue l'un des chefs d'inculpation. Et dans ce cadre, je ne doute pas que la justice puisse permettre d'établir les faits, mais je pense qu'il y a un faisceau d'indices suffisant pour qu'il ait été mis en examen dans ce cadre-là. Mais je rappelle évidemment la question de la présomption d'innocence. Ensuite, il faut avoir en tête que Vincent Craze n'avait pas de port d'armes, selon les informations en ma possession, que si, pendant la campagne électorale, 2 autorisations de détention d'armes avaient été accordées au moment de la campagne électorale, elles sont tombées à la fin de la campagne électorale et qu'en aucun cas, ni M. Benalla, dans ce cadre-là, ni M. Craze, ni quiconque ne peut aujourd'hui prétendre avoir une détention d'armes et, du coup, user de ses fonctions à La République En Marche pour prétendre cela. Merci de cette réponse. Monsieur Richard. Président, je vais demander à la Commission collectivement de réfléchir pour savoir si on pouvait faire des observations à l'encontre du délégué général d'En Marche sur l'application de l'article 40. Parce que les termes mêmes de l'article 40 prévoient que toute autorité constituée, officier public ou fonctionnaire, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis. Donc, M. Castaner, en tant que membre du gouvernement, est bien une autorité constituée ou un fonctionnaire public. Non, mais vous avez totalement raison. Dans le cadre de ses fonctions qu'il a connaissance de faits répréhensibles, imputables à M. Craze, mais dans le cadre de ses fonctions de dirigeant associatif. Et donc, il me semble que les termes mêmes de l'article 40 ne pouvaient pas le conduire à se poser la question de l'appliquer dans son cas ou non. Il pouvait néanmoins le conduire à se poser la question de savoir s'il ne fallait pas dénoncer au parquet des faits délictueux autrement que dans le cadre de l'article 40. Si vous permettez, Monsieur le Président. Monsieur le délégué général. J'ai eu l'occasion, effectivement, de regarder ce sujet parce que je voulais préparer notre audition. Je n'ai pas souhaité soulever cette exception de droit qui me paraît juste parce qu'effectivement, je crois que la question était aussi sur la responsabilité politique à un responsable politique. Et c'est pour ça que j'ai voulu non pas évacuer la question, mais plutôt ne pas esquiver et assumer la réponse de fond que j'ai souhaité vous apporter. Mais en droit, le débat peut effectivement avoir lieu. Madame Jourda. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le délégué général, avez-vous connaissance d'autres personnels d'En Marche qui effectuent des tâches ou des missions de sécurité pour l'Élysée, notamment en tant que réservistes, notamment? Vous voulez compléter la question, Monsieur Fichet? Non, c'est parce que vous voulez en poser une tout à l'heure. Monsieur le délégué général. J'ai vu que cela avait été évoqué dans une des auditions. J'ai demandé en interne au service si une personne était connue comme relevant de ce cadre-là. On m'a précisé que non. Je pense qu'il s'agissait d'une personne dont je n'ai pas le nom, qui a été un moment en responsabilité, et je ne sais pas où et dans quel cadre, et qui avait cela, mais je pense que ça n'est plus le cas depuis de longs mois. Merci de votre réponse. Monsieur Lecomte. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le délégué général,
dans le rapport de l'IGPN, il est indiqué que M. Kras n'a pas été la présence de M. Kras n'a pas été contestée lors le 1er mai, compte tenu du fait qu'il avait été présenté comme un accompagnant d'une personne qui s'affichait et qui était reconnue comme membre de la présidence de la République. Cela pose un problème sur la prééminence de la présidence de la République, puisque à partir du moment où la personne a été présentée avec ce statut, rien n'a été vérifié et on l'a laissé faire. Qu'est-ce que vous en tirez comme conséquence politique sur la place de la présidence de la République dans nos institutions? Qu'est-ce que vous en tirez comme conséquence sur ce qu'il faudrait faire pour éviter que cela puisse se reproduire avec simplement un affichage qui contribue, qui en fait n'est qu'un passe-droit? Et est-ce que vous ne pensez pas que par rapport au débat que nous avons pu avoir l'année dernière au moment de la discussion budgétaire sur des cabinets ministériels qui étaient réduits parfois à un minimum qui les empêchait de fonctionner correctement par rapport à une présidence de la République qui prend de plus en plus de place, est-ce que ces événements vous conduisent à faire évoluer vos positions sur la place de la présidence de la République dans nos institutions et sur la manière d'encadrer sa prééminence? Oui, c'est une question importante. La maladie du pouvoir, dans tous les temps et sur tous les continents, ça a toujours été l'abus de pouvoir. C'est pour ça qu'on a inventé les constitutions. Monsieur le délégué général. Sur la question de la vérification de l'habilitation, je n'ai pas à me prononcer sur ce sujet, mais j'ai effectivement lu, comme vous, l'anomalie constatée dans le rapport de l'IGPN. Sur les conséquences à en tirer, d'abord les conséquences, on va dire, organisationnelles. L'IGPN fait des préconisations et j'ai pu noter que le ministre de l'Intérieur avait retenu la totalité des préconisations et avait demandé qu'elles soient mises en œuvre, notamment sur la question du statut d'observateur. Ensuite, je crois que vos propos m'amènent à une question politique, sur les conséquences politiques. Vos propos, d'ailleurs, sont une interprétation politique d'une situation. Elle vous appartient. Je ne suis pas sûr que ce soit dans ce cadre-là que je puisse vous y répondre, mais peut-être plutôt dans un débat que nous pourrions avoir dans d'autres instances. Ce que je sais, c'est qu'au fond, Vincent Kras était un chargé de mission, Alexandre Benalla était un chargé de mission, identifié comme tel à la présidence de la République, et qu'il a eu un comportement individuel inacceptable qui ne met en aucun cas en cause la présidence de la République et la façon dont le président de la République exerce son autorité. Merci de cette réponse. Monsieur François-Noël Buffet. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Délégué général. Nous avons appris que pendant sa période de suspension, Monsieur Benalla avait été rémunéré. Est-ce que M. Kras, par parallélisme des formes, l'a-t-il été pendant cette même période? Et ma deuxième question, monsieur... Ne croyez pas que la question soit malicieuse, c'est une question de fait, n'est-ce pas? C'est une question de fait, absolument. Oui. Monsieur Buffet, continuez. Elle me paraît importante. Oui, oui, absolument. Sur le fond, me semble-t-il. Et puis, M. Benalla a fait l'objet d'une rétrogradation. Qu'en est-il également, toujours par parallélisme des formes, de M. Vincent Kras? Merci. Monsieur le délégué général. Il a fait l'objet d'une suspension de ses fonctions entre le 4 et le 18 mai. Elle a été signifiée par lettre recommandée avec accusé-réception et il n'y avait pas de suspension de salaire. Alors, sur la rétrogradation, alors là, je vais être un peu... Oui. Et donc, je vais préciser que pour ce qui est de la rétrogradation, les fonctions de M. Kras n'étaient pas tout à fait les mêmes que celles de M. Benalla. Donc il m'était difficile de réorganiser. Par contre, je l'ai dit tout à l'heure, il n'a plus fait aucun déplacement extérieur dans ce cadre-là. Et de toute façon, il n'a jamais eu l'occasion de m'accompagner dans mes déplacements. Contrairement à ce qui a été écrit dans la presse ce matin, ma sécurité personnelle est assurée par mes officiers de sécurité. Puis je voudrais préciser quand même sur ce sujet, qui est souvent un sujet de fantasme, que je crois que toute femme et tout homme politique qui ont fait l'objet d'un accompagnement pour leur sécurité savent que ça n'est un plaisir pour personne et que personne ne revendique d'avoir le plaisir d'être accompagné par des femmes et des hommes armés. J'aimerais vous préciser que j'ai fait l'objet d'une tentative d'attentat, qu'un réseau terroriste a été démantelé, que 5 personnes sont actuellement toujours en prison et que quand vous apprenez que ces gens vous ont suivi dans votre commune, à Fort-Calquier pour ce qui me concerne, avec la volonté de vous égorger, vous dites que finalement,
on serait mieux sans officier de sécurité dans un système où nous n'en aurions pas besoin. Mais je précise, au-delà de cette remarque-là, qui est que ma sécurité n'est assumée que par les officiers de sécurité qui sont à mes dispositions du ministre que je suis, M. Kras n'a jamais été en charge de ma sécurité et donc il n'avait pas besoin de connaître d'évolution sur ce sujet. Merci de cette réponse. Monsieur Kerrouche. Merci, Monsieur le Président. Je voulais intervenir à la fin, mais puisque vous me donnez la parole maintenant, je voulais demander à Monsieur le délégué général, Monsieur Castaner, vous avez déclaré la semaine dernière que les oppositions étaient la coalition de ceux qui n'aiment pas l'État, des séditieux, de ceux qui rêvent d'une République affaiblie, avide de têtes qui roulent. Je voulais savoir si vous aviez été rassuré cette matinée par votre audition au Sénat quant à nos attentions, vu la qualité de nos débats, et vous rassurer dans le sens que nous avons tous la même volonté d'aller dans une transparence pour la République. Monsieur le délégué général. Monsieur le sénateur, je suis sûr que vous avez préparé comme moi cette audition et que vous avez pu, en allant sur mon compte Facebook, lire la totalité du texte dans lequel je parle qu'il y a eu un rassemblement d'opposants, virgule, et j'imagine que vous classez dans cette catégorie, au moins à l'Assemblée nationale, le groupe politique auquel vous appartenez est membre d'un groupe d'opposition, virgule, de séditieux, virgule, et j'ai donné un certain nombre d'éléments. Je ne considère pas que tous les opposants sont des séditieux, bien au contraire. Et je tiens à vous rassurer si vous avez pensé cela. Bien. L'urbanité que nous connaissons me faisait spontanément exclure cette hypothèse, mais il faut reconnaître que la phrase était ambiguë, mais l'interprétation de la virgule est importante, je vous en remercie. Alors, Madame Troendlé. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le délégué général. Ma question portait en fait sur l'effectivité de la sanction, mais néanmoins j'ai une petite question complémentaire. Précédemment, vous étiez membre actif du Parti socialiste, et vous ne pouviez bien évidemment pas ignorer pas la sanction, mais disons, lorsque M. Montebourg était ministre et que M. Benalla travaillait pour lui, que suite à un comportement non recommandable, M. Montebourg lui a demandé de ne plus travailler pour lui, dans un souci de transparence, mais également de sécurité. À aucun moment n'avez-vous parler, converser, signaler cette situation lorsque M. Benalla a été recruté dans le cadre de la campagne de M. Macron et ensuite à l'Élysée. M. Castaner. Sous réserve, ne me trompez, je crois que personne ici, y compris ceux qui sont restés au Parti socialiste, pour reprendre votre remarque liminaire, n'avait entendu dire que M. Montebourg aurait demandé ou viré son chauffeur. Voilà. Donc c'est une information qui est tombée depuis, que M. Montebourg a indiqué. Mon statut de membre du Parti socialiste, sans aucune responsabilité nationale du Parti socialiste, ne m'amenait pas à connaître de ce genre de décision d'un ministre du gouvernement. Donc vous m'avez interrogé sur le fait de savoir si je ne pouvais pas ignorer. Et je vous dis, je l'ignorais totalement. Si ça avait été le cas, si j'en avais eu connaissance, je pense que j'en aurais référé. Merci, Monsieur le délégué général. Monsieur Fichet. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le délégué général, je crois que ce qui nous interroge tous, c'est cette notion un petit peu d'amitié complice qu'il y a entre Monsieur Benalla et Monsieur Kras, et qui aboutit au fait qu'ils se donnent rendez-vous quelque part le jour du 1er mai pour être l'un observateur, l'autre rien du tout, observer les comportements, voir un petit peu comment se déroule une manifestation, puis devenir interpellant sans que jamais personne ne les interroge. Et on arrive à une situation de brutalité qu'on constate, qu'on a vu tous sur les vidéos, et là encore, personne ne les interroge. Et depuis le début de nos auditions, en fait, la constante, c'est que chacun nous dit « mais en fait, on ne savait pas ». Ce qui veut dire qu'on peut circuler comme ça, entre les services, entre les mailles du filet, pour arriver à des actions qui sont extrêmement graves. Et la question que je voulais vous poser, c'est de savoir si au sein du mouvement LREM, vous aviez été amené à interroger vos services ou votre environnement pour savoir s'il n'y avait pas d'autres personnes qui pouvaient être associées à un moment ou à un autre à ce type de comportement qui s'inscrit en fait dans une forme d'impunité liée au fait qu'on est défendu par tous, enfin, c'est-à-dire qu'on n'est pas attaquable, puisqu'on est dans des services
du gouvernement et de l'Élysée. Monsieur le délégué général. Une question subjective que vous posez, à laquelle je vais répondre par l'objectivité d'abord de la révision du statut d'observateur. On voit bien une anomalie dans la façon dont M. Benalla s'est considéré invité et dont beaucoup ont considéré qu'il l'était. Et puis le fait qu'il vienne avec une personne qui n'est pas du tout habilitée, qu'il présente juste comme un collaborateur, et que ça suffise pour que personne n'ose dire. Vous avez raison, c'est une anomalie. Et donc il est important d'y mettre un terme. Je crois que le rapport de l'IGPN fait des préconisations et que leur mise en œuvre doit permettre de sécuriser cela. Sur le deuxième élément, vous évoquez même des comportements qui, au fond, ne font intervenir personne. J'ai en tête les propos du préfet d'Alpuech qui dit, notamment pour ceux qui ne connaissaient pas M. Kras et qui le voient intervenir dans les forces de l'ordre, que beaucoup ont pensé qu'il était un policier et qu'il était du coup légitime à intervenir, même si on peut considérer qu'il y avait une disproportion dans les conditions de son intervention. Donc ça veut dire effectivement que tout cela doit être revu. Pour ce qui concerne l'interrogation que vous me posez pour savoir si je me suis questionné, pour savoir s'il y avait ce risque-là de dérive au sein de La République En Marche, je ne l'ai fait, mais qu'a posteriori, parce que je ne pensais pas que ce risque puisse exister. Mais évidemment, dès le lundi suivant, le 18 juillet, j'ai réuni l'ensemble des personnels pour leur dire deux choses. La première, c'est que notre maison devait être une maison transparente, totalement transparente, notamment dans le cadre de l'enquête judiciaire qui pouvait amener à ce qu'il y ait des opérations de justice qui soient procédées dans cette maison. Et donc j'ai indiqué à chacun qu'il fallait se préparer à assurer toute la transparence sur ces sujets. Et la seconde, j'ai interrogé pour savoir si effectivement il y avait d'autres personnes dans la maison qui pouvaient avoir ce statut double de gendarme réserviste par exemple. Il m'a été précisé que non. M. Larrichard veut rebondir sur la réponse. Oui, Monsieur le Président, simplement une suggestion pour le travail de la Commission. Merci de nous aider à l'organiser, chers collègues. Mais j'en suis membre. Oui, oui. S'il vous plaît. Comme chacun d'entre nous, je suis là pour la manifestation de la liberté, de la vérité et pour rien d'autre. C'est la première fois qu'il est fait mention de l'écho de presse suivant lequel M. Arnaud Montebourg aurait eu M. Benalla comme chauffeur. Arnaud Montebourg était ministre du développement, du redressement productif à Bercy. J'ai beaucoup de mal à imaginer que quelqu'un ait été chauffeur d'un ministre de Bercy sans être fonctionnaire. Eh bien, je crois que cette remarque est judicieuse et je me propose de demander à M. Montebourg, après tout, si cette information est réelle et si elle a de l'importance, et ce qu'il a fait, si elle a effectivement, si ces faits sont établis, ce qu'il a fait ensuite à partir de là. Je vous remercie, chers collègues. Monsieur le délégué général. Je voudrais apporter une précision parce que j'étais imprécis. Il y a 2 personnes salariées de La République En Marche qui sont engagées dans la réserve de la gendarmerie, mais qui n'ont aucun lien avec la réserve de la gendarmerie de la présidence de la République. Donc je tiens les noms, je ne veux peut-être pas les dire publiquement, mais je tiens les noms à votre disposition. Mais du coup, je ne savais pas non plus, mais comme j'ai questionné 2 jeunes femmes qui sont engagées, mais qui sont dans des fonctions administratives et qui sont à côté de cela, gendarmes réservistes, mais pas du tout dans le cadre de la présidence de la République, ni même de la garde républicaine, je crois. Mais je vous apporterai ces précisions-là. Alors, Monsieur Cambon. Oui, Monsieur le délégué général, vous avez dans votre déclaration préliminaire fait part de l'émotion et de l'importance que vous attachiez à ce qui vient de se passer. Or, parallèlement, on a le sentiment que parmi les autres responsables d'En Marche, les députés, qui s'expriment régulièrement ces jours-ci, on a l'impression que la consigne est de minimiser cette opération. Des éléments de langage répétés autant que faire se peut parlent de 150 tonnes de mousse pour 15 grammes de savon. Ça a sûrement été pensé quelque part puisqu'on entend cette déclaration de manière récurrente. La manière dont le travail d'enquête a été conduit chez nos collègues de l'Assemblée nationale par vos amis montre aussi la volonté d'étouffer, de limiter. Vous-même, dans une formule assez lapidaire, avez qualifié M. Benalla de bagagiste. C'était effectivement au moment de la Coupe du Monde, mais enfin, il faut quand même rappeler, puisqu'on vous a en face de nous, ce mot. Est-ce qu'à la
est-ce qu'à la faveur des investigations du Parlement et singulièrement de cette commission d'enquête sous l'autorité du président Bas et de ses rapporteurs, qui ne cessent de montrer les incohérences, les dérèglements de toute cette affaire, est-ce que votre sentiment en tant que délégué général de la République En Marche se modifie? Et puisque nous sommes à la veille d'une réforme constitutionnelle importante, est-ce que vous considérez, contrairement au sentiment qu'on a pu avoir encore une fois à travers toutes ces déclarations, que le rôle du Parlement, et singulièrement celui du Sénat, est important pour équilibrer et faire en sorte que lorsque des affaires d'État éclatent de la sorte, eh bien, toute la lumière puisse être faite par respect pour l'opinion publique? Alors la question s'adresse aussi un peu au secrétaire d'État chargé des relations au Parlement. Oui. Ah, la position d'En Marche surtout. Alors, monsieur le ministre et délégué général. Monsieur le Président, vous avez le sentiment que certains ont voulu minimiser. Peut-être que je pourrais avoir le sentiment que certains veulent exagérer quand on qualifie ce dont nous parlons d'affaires d'État. Mais tout cela est subjectif. Vous venez de parler d'affaires d'État. Je considère, dans mon référentiel à moi, que nous ne sommes pas dans une affaire d'État et je n'ai pas l'impression de minimiser. Vous voyez comme quoi le positionnement politique, selon où on se place, peut amener à avoir un regard différent. Tout comme sur le fait que vous m'avez prêté des propos d'avoir qualifié M. Benalla de bagagiste, je voudrais rappeler mes propos précisément. Et je voudrais vous préciser que j'ai fait cela le 19 juillet. Et je n'ai pas cherché à fuir une quelconque responsabilité ni à minimiser. Dès le 19 juillet, je suis la première personnalité de la République En Marche à me rendre sur un plateau télé pour parler de cette affaire. Et quand la journaliste m'interpelle, elle utilise un mot pour parler des événements qui ne sont pas à la hauteur de la gravité. Je la corrige immédiatement pour lui dire que je considère que ces actes sont d'une très grande gravité. Et donc je n'ai jamais cherché à minimiser et je l'ai fait dès le 19 juillet, à un moment où assez peu de paroles avaient été données. Et je vous le dis, je suis le premier responsable politique à aller sur un plateau télé pour justement parler et évoquer la gravité. Et ma première intervention est de corriger la journaliste, non pas pour lui donner une leçon de sémantique, mais pour qualifier proportionnellement à l'émotion qui était la mienne sur la gravité de ces faits. Et donc sur la question du bagagiste, quand la question m'est posée dans une autre émission, c'est sur BFM, RMC un matin, je réponds « Je ne suis pas l'employeur de cette personne, je ne sais pas quelles étaient ses missions. » J'ai entendu dire qu'il était en charge de la logistique et notamment des bagages. Vous voyez, votre propos, mais qui a été extrêmement relayé par certains qui nous écoutent aujourd'hui, est quand même un tout petit peu caricatural par rapport à ce que je dis. Surtout que quand on sait que notamment le GSPR, dans les voyages officiels, est en charge aussi de la logistique et des bagages, on peut considérer que le raccourci qui a été fait par quelques-uns de mon propos est insultant, y compris pour les agents du GSPR. Et ça amène d'ailleurs, et ça a été évoqué dans certaines auditions, la réflexion pour savoir s'il ne faudrait pas mieux organiser cela, parce que je considère que ce n'est pas le rôle d'un membre du GSPR que de devoir gérer les bagages des délégations officielles. Enfin, sur votre question plus politique, s'il y a bien une personne qui, ici, pense et assume l'importance du bicamérisme, un peu dans le sens d'ailleurs des propos du président de la République tenus au Congrès il y a quelques jours sur ce sujet, c'est bien moi. Parce que je vis au quotidien, effectivement, là je prends ma casquette de secrétaire d'État en relation avec le Parlement, la particularité de l'approche que vous avez et la responsabilité que vous incarnez. Et donc je n'ai sur ce sujet aucun doute sur cela. Et d'ailleurs, les propositions de modification constitutionnelle sur lesquelles l'Assemblée nationale a décidé d'empêcher le travail, une partie de l'Assemblée nationale courant du mois de juillet, ne cherche en aucun cas à minimiser le rôle de l'Assemblée nationale ou du Sénat, mais cherche au contraire à trouver la meilleure fluidité possible. Et tous les propos, tous les échanges qui ont eu lieu entre le président Larcher, le Premier ministre ou le président de la République ont toujours été dans le sens d'être le garant pour le président, mais aussi celui qui écoute et qui entend mettre en œuvre pour le Premier ministre ou pour le président de la République, de l'importance du bicamérisme, qui est un fondement même de notre Constitution. Et comme l'a rappelé le président Philippe Bas, la Constitution est certainement le meilleur rempart que nous avons pour les libertés publiques. Merci, monsieur le délégué général. Et ici, autour de vous, j'ai senti qu'on approuvait ce dernier propos sans réserve. Et donc, je donne la parole à monsieur Lefebvre. Monsieur le Président, monsieur le délégué général, vous avez évoqué un audit interne concernant la sécurité. Avez-vous connaissance, savez-vous si monsieur Kras avait ou a été dirigeant d'une société privée de sécurité,
ou s'il a des parts dans une société de même type, puisqu'on a évoqué un refus d'agrément. Mais j'aimerais savoir si vous avez connaissance de quelques activités dans le domaine sécurité sur un aspect plus privé. Monsieur le délégué général. Alors sur le dernier volet de sa demande d'agrément comme responsable d'entreprise, je n'ai pas d'informations, je l'ai précisé tout à l'heure. Je sais qu'il a eu un statut d'auto-entrepreneur parce que pendant la campagne électorale, il a été payé sur des prestations avec un statut d'auto-entrepreneur. Voilà le seul statut que je lui connais dans ce cadre-là à ce moment-là. Je vous remercie. Madame Verrier. Verrien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le délégué général, alors la question que je voulais poser vient d'être posée effectivement et je voulais savoir quand vous aviez eu connaissance de ce refus d'habilitation et si ça ne devait pas faire jouer la clause d'exclusivité dont vous aviez parlé par rapport à son contrat de travail, puisque le fait de demander une habilitation pour une présidence de société peut effectivement faire qu'il y ait 2 emplois, a priori. Et par ailleurs, voilà, vous avez aussi répondu à mon question qui était de savoir pour quelle société était prestataire M. Kras lors de la campagne, mais apparemment, j'ai bien compris, c'est en tant qu'auto-entrepreneur. Monsieur le délégué général, vous confirmez? Je confirme qu'au vu des informations que j'ai, c'est effectivement sur un statut d'auto-entrepreneur sur la base des factures que j'ai pu voir et qui me sont remontées. Et sur la connaissance du refus d'agrément de son statut, je ne l'ai eu, pour tout vous dire, qu'hier soir, lors de la parution de l'article sur numérique qui est paru ce matin en format papier. À aucun moment, il n'avait informé ni sa hiérarchie, ni les ressources humaines, en fonction des éléments que j'ai, de sa volonté de créer une entreprise. Je vous remercie. Madame Eliane Assassi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le délégué général, vous êtes auditionné ce matin en votre qualité donc de délégué général de La République En Marche, mais chacune et chacun sait ici que vous êtes par ailleurs membre du gouvernement chargé des relations avec le Parlement et vous avez d'ailleurs pris cette casquette ce matin pour répondre à un certain nombre de questions. À la faveur de l'affaire qui nous occupe, ne pensez-vous pas qu'il serait utile, voire même nécessaire au nom de la démocratie et de la transparence, de s'interroger effectivement sur le fait d'être à la fois premier responsable d'une formation politique et membre d'un gouvernement quel qu'il soit? Monsieur le délégué général. Pour ce qui me concerne, non. Non, vous me posez la question si je m'interroge, je vous réponds non. Je pense, Madame la Présidente, que faire de la politique pour un ministre d'un gouvernement n'est pas un gros mot. Assumer de faire de la politique, quels que soient les choix qu'on fait, nous avons des choix différents et ce sont parfaitement respectables, n'est pas un handicap. Et je pense que vouloir dépolitiser la fonction ministérielle en considérant qu'on ne peut pas être responsable d'un parti politique, mais vous me posez une question, je tente de répondre. Je pense que vouloir dépolitiser la fonction ministérielle en considérant que des responsabilités bénévoles de responsables d'un parti politique, certains rémunèrent et considèrent que ça doit être un engagement rémunéré, ça n'est pas le cas de La République En Marche, serait incompatible avec un engagement ministériel et pourquoi pas un engagement de parlementaire, de sénateur, de maire, ne me semble pas la bonne approche de ce dossier. Je pense, dans mes fonctions de secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement, nous nous croisons quelquefois, n'avoir jamais mis en avant et jamais orienté mes choix en fonction d'une appétence politique, mais plutôt toujours en fonction du meilleur fonctionnement. Il n'est pas toujours parfait, on me le reproche quelquefois, notamment lors de la dernière conférence des présidents, mais un meilleur fonctionnement de nos institutions et des relations entre le gouvernement et le Sénat notamment. Merci. Et enfin, une ultime question, sauf si M. Sueur veut aussi en poser, de notre rapporteur, Mme Jourda. Merci, Monsieur le Président. Peut-être une petite observation pour commencer. J'avoue rester un peu sur ma faim s'agissant du caractère approprié de la sanction pour les faits que vous qualifiez d'inqualifiables, en tout cas d'extrêmement graves, de M. Kras, puisqu'il s'agit simplement, si j'ai bien compris ce que vous nous avez indiqué, de le dispenser de travailler pendant 15 jours tout en le rémunérant. Bon. Ceci étant, vous vous êtes longuement expliqué sur ce point, je ne reposerai pas de questions.
Ma question s'adressera plutôt à Monsieur le Ministre, puisque vous allez reprendre dans quelques instants ses fonctions, sur ce qu'a déjà indiqué d'ailleurs le Président Cambon. Vous savez que nous nous soucions ici de savoir quelle a été aussi la réalité de la sanction de Monsieur Benalla, et notamment quelle a été la nature de la rétrogradation dont il a fait l'objet. Et à ce titre, nous l'avons vu dans le quart qui a conduit les Bleus suite à leur victoire de la Coupe du Monde sur les Champs-Élysées, ce qui a étonné tout le monde. Et vous vous êtes exprimé dans les circonstances que vous avez indiquées. Vous avez dit que vous aviez entendu dire qu'il s'occupait de la logistique. Je vous rassure, tout le monde dans cette commission avait compris qu'il s'agissait de la logistique. Cela signifie-t-il que vous vous êtes vous-même inquiété, que vous avez été vous-même surpris de le voir encore dans ce type de fonction, et que vous êtes enquis de savoir ce qu'il faisait là? En toute hypothèse, vous avez entendu dire qui vous a donné cette information? Monsieur le délégué général. Alors, vous me posez la question comme ministre de savoir quelle est l'évolution du poste d'un chargé de mission à l'Élysée. Donc, comme ministre, il ne m'appartiendra pas de répondre sur l'organisation interne de l'Élysée. Je ne le ferai pas. Surtout que, comme je l'ai dit lors de l'interview que vous évoquez, je n'avais aucune information n'étant pas employeur. J'ai cherché, parce que la petite polémique qui m'a été prêtée sur le mot bagagiste m'a légèrement agacé, j'ai cherché l'origine de ce entendu dire, je n'ai pas trouvé, donc je ne peux pas vous répondre. C'est d'ailleurs l'intérêt de la formule entendu dire, mais c'est vrai que j'ai cherché à quel moment ce truc était venu, et je suis honnête avec vous, je ne l'ai pas retrouvé, parce que sinon je pense que je l'aurais retweeté immédiatement pour me protéger des moqueries dont j'ai fait l'objet en ayant... Non, mais pas de votre part, Madame la co-rapporteure, évidemment. Voilà, et donc je ne suis pas en mesure de répondre à cette question-là. Eh bien, Monsieur le Président Sueur. C'est Madame Jourda qui me donne l'idée quand même de revenir sur cette question. Monsieur le délégué général et Monsieur le ministre, quand même, quand on voit la gravité des faits, inadmissible, inacceptable, peut-être d'ailleurs une seconde affaire le même jour du 1er mai, peut-être. Il y a donc les sanctions. Pour La République En Marche, vous en avez parlé. Pour l'Élysée, la sanction de mise à pied avec une conséquence financière sur les congés. Et ensuite, une fois que c'est fini, la mise à pied, on voit cette personne se retrouver dans des circonstances extrêmement visibles, extrêmement sensibles. L'arrivée des cendres de Simone Veil et Antoine Veil au Panthéon, c'est quand même un acte très fort de la République. L'arrivée des Bleus, on en a parlé. Le 14 juillet, la tribune officielle du 14 juillet, est-ce qu'il n'aurait pas été tout simple quand même d'exfiltrer M. Benalla de toutes ses responsabilités après les 15 jours? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de choquant à ce qu'il apparaisse de cette manière, y compris à Roissy par rapport aux gendarmes? Alors, je vous demande simplement votre sentiment. Vous savez qu'il y a une lecture très simple de cette affaire, qui est que finalement, on a cherché à faire que cet épisode soit étouffé, j'emploie le mot, ce qui aurait peut-être été le cas si quelques journalistes ne s'étaient pas enquis de cette affaire et si une information n'avait pas été livrée. Et je vous demande votre sentiment par rapport à cela, parce que finalement, les sanctions véritables se sont déclenchées bien plus tard, et c'est là le problème principal finalement. Et je rappelle que la justice s'est saisie. Elle n'a pas été saisie, elle s'est saisie. Donc c'est quand même la question principale. Et je ne vous demande pas de réponse, je vous demande quel est votre sentiment par rapport à cela. Ce qui est une façon de vous demander une réponse. Oui. Alors, j'ai tenté, sous l'autorité de votre commission des lois réunie sous forme de commission d'enquête, de répondre non pas par des sentiments, mais par des faits. Oui. Et je souhaite aujourd'hui, devant vous, rester sur les faits, pas sur les sentiments, pas sur les commentaires. Il y a d'autres lieux pour cela. Et j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur cela, mais devant votre commission, je souhaite en rester sur les faits, ce qui me paraît l'essentiel.
Merci, monsieur le délégué général. Nous ne vous en ferons pas reproche. Mais alors, il y a une troisième ultime question. Elle vient de François-Noël Buffet. Merci, monsieur le président. Monsieur le délégué général, monsieur Vincent Kras était un réserviste actif de la gendarmerie et travaillait donc avec l'Élysée. Vous nous avez indiqué tout à l'heure que 2 autres personnes au sein de La République En Marche étaient également des réservistes. Et puis, devant l'Assemblée nationale, le général Biofarina a indiqué qu'une autre personne émanant de La République En Marche était réserviste au sein de l'Élysée. Pouvez-vous nous dire si vous avez connaissance de cette personne? Est-ce une des 2 que vous nous avez citées tout à l'heure ou une autre, éventuellement, qui exerce cette mission? Merci. Monsieur le délégué général. Non, je redis la réponse que j'ai apportée tout à l'heure sur cette autre personne dont j'ai découvert la possible existence lors de l'audition. Nous n'en avons aucune trace. Je vous réponds le plus franchement possible. Et donc, nous allons le creuser. Et ensuite, il y a 2 autres personnes, 2 jeunes femmes qui sont dans la réserve, qui ne sont pas liées à la présidence, mais dont je communiquerai pour votre complète information les noms au président. Et il lui appartient évidemment, s'il le souhaite, de vous les communiquer. Non pas pour les cacher, mais parce que je pense que ça relève aussi de leur engagement privé. Mais je vous les communiquerai à la suite de notre entretien, ainsi que l'organigramme, ainsi que la lettre de notification de la sanction. Si j'ai bien noté les 3 pièces, mais je pense, Monsieur le Président, que vous les compléterez si besoin, et nous ferons diligence. Bien, il me reste maintenant, Monsieur le délégué général et Monsieur le ministre, à vous remercier de votre coopération avec la commission des lois. Il s'agit de la dernière audition de ce cycle d'auditions et nous reprendrons nos travaux à la rentrée. Je vous remercie. La séance est suspendue le temps de permettre aux membres de la commission des lois de rejoindre la salle de la commission des lois pour notre séance ordinaire. Nous avons à examiner le texte sur l'immigration. Je vous remercie. La séance est levée.